j'aime beaucoup le côté très réaliste, mais il y a un côté très fataliste, très noir de la réalité. Et je le mets beaucoup en parallèle avec moi, un mangaka qui est l'un de mes mangakas préférés, qui est Keigo Shinzo, qui est publié entièrement chez Le Lézard Noir. Donc il fait beaucoup de thématiques très différentes. Et avec Mauvaise Herbe, qui est justement pour moi un exemple parfait de comment surpasser le trauma dans un seinen. Case Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde, bonjour Flavien, bonjour Wallo. Salut Ambre, notre invitée du jour. Oui, bonjour Ambre. Bonjour. Salut Ambre. Donc qui es-tu Ambre? Parce que bon, c'est elle qui nous ouvre les portes de Coquet Coco à chaque fois qu'on vient enregistrer, puisque aujourd'hui encore on est à Coquet Coco, au karaoké 41 rue Sainte-Anne à Paris. Dans le premier arrondissement de Paris. Et du coup, là, on a alors, pour la petite histoire, on avait enregistré aussi à Coquet Coco une capsule avec Mademoiselle Soso sur Nana. Et à ce moment-là, Ambre, en off, on avait parlé manga avec Ambre et j'étais en mode, mais elle connaît trop de manga, Ambre, faut qu'on l'invite dans un Case Départ. Et là, c'était l'occasion, donc voilà. Et tu peux te présenter un peu plus si tu le souhaites. Oui, du coup, enchantée. Moi, c'est Ambre. Je suis la chargée de communication du Kintaro Group, auquel appartient l'établissement, le bar karaoké Coquet Coco. Je m'occupe de tout ce qui est la communication, l'événementiel, donc on reviendra dessus plus tard, et les relations presse, donc relations avec tout ce qui est lié à l'influence ou justement quand il y a des idées comme cette superbe idée de faire le podcast à Coquet Coco. C'est moi qui me charge de toute la coordination en général. Donc là, on revient tous de Japan Expo. Ça fait déjà une semaine que c'est fini. Que c'est fini, voilà, c'est le bon mot, fini. Voilà. On a tous eu diverses activités là-bas. On est tous encore un peu fatigués, je crois, plus ou moins reposés. Moins bien reposés, peut-être plus que vous, comme ça ici quand même. Ouais, moi pas encore tout à fait. Je peux avoir des absences pendant l'émission. Moi c'est pareil, j'ai encore un peu de Japan dans les pattes. Alors que ça fait une semaine déjà, c'est passé une semaine. Une semaine et demie que c'est fini. Une semaine et demie, ouais. Moi aussi, c'est vrai que là j'ai pu me reposer un petit peu, mais qu'on sent qu'on a encore les séquelles. De cette semaine très intense. Et alors, particularité de l'édition de cette année par rapport à Case Départ, c'est qu'il y a eu un Case Départ sur scène, sur la scène Nezumi, avec comme invitée Mademoiselle Soso, sans moi, parce que je vaquais à d'autres occupations, parce que je suis dans la team organisatrice. Donc, c'était quand même une nouvelle expérience pour tout le monde d'avoir un enregistrement sur scène et surtout d'avoir du public en face quand on parle, parce que là on est entre nous dans une petite karaoké box, c'est pas la même. Alors vos impressions, Wallo, Flavien? Effectivement, moi ça faisait longtemps que je n'étais pas monté sur scène, donc j'étais un petit peu figé au départ, parce que ça faisait longtemps, ça m'a redéclenché des petites choses, la présence du public et l'absence directe d'interaction, parce qu'au départ j'étais là, on parle entre nous, je regarde le public, donc j'étais un petit peu embêté par ça, donc il y a eu une petite charge de stress qui m'a pas lâché pendant peut-être les 10-15 premières minutes, et après j'avais un problème de retour sonore, c'est-à-dire que j'entendais pas très bien ce que disaient les interlocuteurs, à savoir Mademoiselle Soso et Flavien, donc je devais deviner un petit peu par moment ce dont ils parlaient, je voulais rebondir, mais j'étais pas sûr, donc c'était juste un petit peu la chose moi qui m'a embêté. En revanche, dans les prises de parole, pour les exemples que j'ai pu donner, et surtout pour les retours que j'ai eu à la fin, j'ai été agréablement surpris. Et je ne me rendais vraiment pas compte qu'il y avait beaucoup de monde. Enfin, pour moi, je pensais que c'était une salle remplie, voilà. Mais enfin, après coup, et grâce à Flavien qui m'a montré les photos, je fais ah ouais, quand même, il y avait du monde. Ouais, la capacité de Nezumi, c'est 250 personnes. Ah, c'est 250 personnes quand même. Alors, vous voyez le décalage entre le fait d'être figé mentalement et la perception que j'avais, c'est pour moi, il y avait une quarantaine de personnes. Voilà. Ouais, pas beaucoup de monde, quoi. Alors qu'en fait, effectivement, avec des œillères comme ça, effectivement. Non, mais c'est la vision tunnelière liée au côté stress, je pense, sur le moment où, pour moi, il y avait pas beaucoup de monde. Alors qu'en fait, c'est vraiment après coup.
et parce que Flavien m'a beaucoup aidé, mais quand j'ai vu les photos, je dis, ah, d'accord. Donc 250, on a rempli un espace de conférence de 250 personnes. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Carrément. C'est pas mal. Moi, j'avoue, c'était assez prenant. Je m'excuse encore vers toi, Saé. Parce qu'en fait, on a oublié au début et à la fin de remercier Saé. En plus, à la fin, j'étais dans le visuel, tu vois, j'étais là. Ouais. Et après, je me dis au revoir. Alors, et quand j'ai réécouté la réaction, je fais, mais à aucun moment j'ai cité Saé. C'était tellement évident pour moi que je l'ai pensé très fort, mais je l'ai pas dit. Donc, c'était parce que j'ai dit, bah oui, de toute façon, c'est évidemment, il y a Saé, donc. Mais tu vois, du coup, quand en pleine d'entrain, dimanche, je me dis, je vais écouter l'émission. Et là, je fais, attends, à quel moment on parle de moi, c'est genre, il y a mon ego qui a fait, ouais, c'est pas cool. Ouais. Et du coup, j'ai laissé alors, l'avantage, quand même, c'est qu'on est potes et on peut se dire les choses sans qu'il y ait trop de charge. Ça reste cool, quoi, notre communication. Donc ça, c'est super agréable. J'ai laissé un petit message à Flavien. Je lui dis oui, ça me pique un petit peu l'ego de pas avoir entendu mon nom quand même. Moi, j'étais convaincu qu'on avait présenté Saé dès le départ en disant que oui, c'est l'émission qu'on fait avec. Non, ça va tellement de soi que ça parce que quand j'ai commencé à présenter, j'ai présenté Wallo et Soso, et vu que c'était là tous les deux, je suis allé dans mon fil. C'était là, et je suis allé dans mon fil, et à la réécoute, j'ai fait merde, je peux pas. Et c'est le lendemain, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, il faut que je fasse un pick-up, je sais pas où le mettre et tout. Et je fais, je sais où je peux faire le pick-up. Donc j'ai refait le pick-up. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant de se dire que le sujet avait ramené 250 personnes, peut-être un peu moins, mais dans le truc. Je sais que surtout que la veille, j'avais fait une conférence avec Pika, où il y avait moitié moins de personnes. Ah ouais, dans la même salle. Nezumi aussi. Ouais, Nezumi. Okay. Et un autre truc pour Vega aussi que j'avais fait, il y avait encore moins de personnes. Et donc, moi, je me suis dit, oui, bon, on va arriver peut-être à une centaine de personnes, un peu moins, parce que mine de rien, à Japan Expo, dès que tu fais quelque chose, t'arrives sur des chiffres assez grands, quoi. Et donc, quand je suis arrivé et que j'ai vu que le monde était présent, j'ai fait, waouh, ok. Et surtout, à la fin, quand on a eu des retours, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas venus forcément pour Mademoiselle Soso, ils étaient venus pour la thématique. Ils connaissaient pas forcément Casse Départ, etc. La plupart étaient plutôt contents de connaître qu'il y avait un podcast qui parlait de ce qu'ils sentaient vraiment. Et donc, on a eu plus de followers, entre guillemets. En tout cas, en opération de com, trop bien. Ça a bien marché. Ouais. Même la discussion, ça a très bien marché. Et les retours qu'on a eus étaient dithyrambiques. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est la thématique qui a plus parlé que l'intervenante. Donc, ce qui veut dire que dans ce qu'on fait, on apporte quelque chose aux gens. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et la plupart, vu qu'on a eu que 45 minutes, et en temps, on va dire, vraiment technique, on a eu 35, on va dire, on enlève 10 minutes. Effectivement, on n'a pas pu parler de tout. Et c'est très frustrant pour les gens. Mais en même temps, la frustration génère aussi de l'écoute et de l'envie. Et on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un truc qui est porteur. Et il y a eu d'autres festivals, conventions et tout qui sont venus nous voir pour dire nous aussi on voudrait avoir un Casse Départ enregistré peut-être dans nos conventions, etc. Donc voilà, il y a des trucs qui sont mis en marche pour d'autres choses. Et en même temps, ça nous permet d'avoir un sujet pour aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu parler de tout. Oui, ouais. Et alors, ce qui était appréciable aussi, je pense, c'est pour une fois donc d'avoir un public en live. En plus, on en avait parlé avant, tu vois, de faire un enregistrement live un jour dans une salle, sans penser tout de suite à Japan Expo d'ailleurs. On pensait plutôt à un enregistrement dans une salle sur Paris, mais c'était assez un peu abstrait. Donc là, c'était l'occasion de le faire et ça permet d'avoir des retours qu'on a toujours demandé à la fin de l'émission. On est toujours là, envoyez-nous vos questions, vos réactions, machin. Et ça marche pas trop. Mais donc là, les gens ont posé des questions, ont réagi et nous ont donné aussi un peu de matière pour discuter aujourd'hui. Ouais. Et vous, est-ce qu'il y a un commentaire qui vous a particulièrement marqué ? Moi, il y en a deux. Déjà, il y a un merci. Ça, c'est quand même un commentaire très chouette. Ça fait toujours plaisir. Merci de nous apporter cette vision. C'est vrai que dans des conférences, dans des conventions comme ça, il n'y a pas forcément ça. Ça parle plus de promotion, etc. Mais de discussion sur ce qu'on vit
on n'a pas. Donc c'était très chouette. Et le deuxième, c'était la frustration. On est frustré parce que vous avez parlé que de shonen, etc. Il y a d'autres mangas et on est frustré. Et en fait, ça m'a fait plaisir qu'ils disent ça parce que ça veut dire que quand tu génères de la frustration, il y a de l'envie derrière. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va dans quelque chose qui touche le cœur des gens. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Moi, ce que j'ajouterais, c'est dans la même direction, l'attention du public. Donc, l'attention du public m'a... Attention en un seul mot, attention. Enfin, avec l'apostrophe, pas en deux. Les gens étaient vraiment très à l'écoute et j'en étais surpris. Parce que je voyais, c'est toujours classique, des gens qui sont un peu curieux, qui s'assoient, qui s'en vont au bout de... C'est vrai que moi, j'ai pas vu beaucoup de gens sur leur téléphone. Ils ont pris des vidéos, c'est ça, des trucs. Exactement. Il y a des gens je vois des gens prendre des notes. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est rare, c'est rare d'avoir l'attention des gens aujourd'hui. C'est vraiment cette attention-là que je regardais quand même du coin de l'œil en disant, ok, ce qu'on dit, ça a l'air de les intéresser, parce que comme c'était un espace ouvert, c'est pas une conférence dans un espace fermé où des fois tu restes parce que tu veux pas déranger. Bien sûr, il y a toujours des gens qui se lèvent parce que ils se rendent compte que le sujet leur parle pas, pour quelque raison que ce soit. Mais les gens étaient très attentifs. Donc ça m'a vraiment agréablement surpris dans un premier temps. Et ensuite, ça a été, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça a été effectivement à la fin, les retours qu'il y a eu à la fin qui ont été vraiment, pour moi, complètement inattendus. Alors parce que je m'attendais vraiment pas à ce que des gens viennent, comme a dit Flavien, nous dire merci, demander s'il y avait d'autres émissions, où est-ce que vous allez en faire. Enfin, voilà, c'était la bonne surprise en fait. Parce que pour moi, je me disais on avait pris le titre manga santé mentale. À un moment donné, il fallait donner un titre, et puis on est resté sur ça. Et je pensais pas que ça allait attirer du monde en fait. Je pensais pas. Enfin, je pensais pas que ça allait attirer autant de monde. Ouais. Ben moi, pareil, quand je suis passée à la fin, je me suis dit, merci Mademoiselle Soso, tu vois, je pensais que c'était beaucoup son public à elle qui était présent. Mais du coup, Flavien, quand tu m'as dit que c'était pas forcément ça, et que quand Ambre nous a dit tout à l'heure que le public de Mademoiselle Soso était quand même relativement jeune, je me suis dit, mais c'est vrai que dans le public qui était présent pour la conférence, il y avait de tout. En termes d'âge, il y avait des femmes, des hommes, des parents, des ados. Il y avait de tout. Et donc, c'est bien parce que ça prouve que ça a servi. Ouais. Il y a un intérêt. Peut-être que ça ouvre aussi des portes à des réflexions. C'est un peu le but premier de l'émission. Et aussi de l'acceptation, accepter de ressentir telle ou telle émotion en lisant un manga ou en regardant, accepter que ça résonne. Il y a des choses qui résonnent par rapport à notre vécu ou par rapport à qu'il y ait des choses qui résonnent chez nous et qui résonnent pas forcément chez les autres, ou qu'il y ait des choses au contraire complètement universelles. Donc voilà, si ça a pu élargir le champ de plein de trucs, c'est cool. Ouais. Et du coup, en échangeant un petit peu avec Wallo, j'ai noté un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Je le lis. Alors, c'est une retranscription de Wallo avec, je mémoire, crois... voilà, c'était de mémoire, comme ça il m'a posé la question. Manquant. Vous avez donné uniquement des exemples de shonen où les personnages vivent des traumas et se remettent vite d'aplomb, alors que dans les seinen, il y a des personnages qui restent bloqués dans leurs traumas. Dans Berserk, tel personnage féminin, donc il a cité un nom. Il a cité le nom, mais je ne me rappelais plus exactement du nom, donc là c'est pour ça que de mémoire... Alors moi j'ai fait une confidence, mais j'ai jamais lu Berserk. Ah bon, moi non plus. J'ai les deux premiers tomes sur en fait, on va dire mais quoi? Non, j'ai les deux. Enfin, moi je pars du principe qu'il y a beaucoup de ce qu'on considère comme des mangas incontournables que je n'ai jamais lus. Là actuellement, parce que grâce à mon collègue Mourad, il me les prête, j'ai enfin commencé les Dragon Ball. Mais en fait je considère vraiment que c'est pas grave, en fait. Je pense qu'il y a un moment aussi pour tout. Il y a un moment pour lire telle œuvre et il y a un moment où peut-être, en fait, si on se force parce qu'on veut lire tel incontournable, on va peut-être moins l'apprécier que le moment où on va choisir de le lire et de le découvrir.
Et je pense que c'est important, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout de suite, quand on dit manga, on va penser aux références du genre, à du Dragon Ball, on va penser forcément au shonen, du One Piece, du Naruto, du Death Note, etc. Tout ce qu'ils font, qu'on va dire, quand on introduit le manga à quelqu'un, on va parler de ces œuvres-là en premier. Mais je pense que quand on aime ça, faut pas se forcer à se dire, il faut que j'ai tous les incontournables, que je les aime tous aussi d'ailleurs, vu que tout le monde aime, et que forcément... je pense, voilà, il y a un moment vraiment pour tout. Et donc, je sens que le moment pour Berserk et moi n'est pas encore venu. Bon, pareil, moi, je n'ai pas encore lu Berserk, bien que j'en entende beaucoup parler. Mais pareil, c'est une question de timing. Et voilà, pas de pression. Et donc, pour revenir à la réaction, donc il y a un personnage féminin qui n'évolue pas à cause d'un tel incident, donc d'un trauma. Et cette personne, donc Samuel, on va juste dire son prénom, a dit qu'il y avait aussi Steingate qui fait un carton en Espagne et en Italie et dans d'autres pays d'Europe et que personne n'en parle en France. Il trouve ça curieux. Parce que ça ne marche pas en France. Mais Et il dit que c'est en plein dans notre thématique. Du coup, moi, je suis allée voir un peu ce que c'était Steingate et ça m'a donné envie de le lire. Du coup, moi, c'est vrai que par rapport à ce qu'il dit... c'est chez Mana Books. C'est chez Mana, ouais. Mais ça marche pas de ouf. C'est en manga, c'est chez Mana. Ouais. Donc moi, je me suis plutôt porté sur l'animé, parce que j'étais un petit peu curieux. J'ai dit, bon, ok, de quoi il parle. Et l'atmosphère, en fait, donc j'ai pas encore tout fini, l'atmosphère m'a fait dire que, ok, il y a quelque chose à creuser là-dedans, je ne sais pas encore ce que c'est, mais voilà, ça m'a rendu au moins curieux. Donc, premier truc positif des retours et de vos retours, c'est que comme on vous le dit dans les émissions, bon voilà, c'était en live, nous, ça nous permet de commencer à explorer des sujets ou des thèmes, enfin, des titres qu'on connaît pas du tout, et d'aller voir, bon bah tiens, si ça a fait écho chez vous, ok, je veux bien creuser pour voir ce qu'il en est, quoi. Et par rapport à ce commentaire, donc, je m'étais dit que c'était intéressant aujourd'hui qu'on discute des différences entre shonen et seinen par rapport aux histoires de trauma. Parce que bon, je pense qu'il y a certaines raisons d'ordre marketing et qui sont un peu cohérentes et évidentes quand on en parle. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant. J'ai des idées d'exemples, mais je pense qu'il y a des niveaux de lecture aussi différents qu'on peut avoir sur certaines œuvres et voilà, je ne vais pas faire l'émission toute seule. Mais moi ça m'a inspiré, donc merci Samuel pour ce commentaire. Par rapport au shonen et au seinen, bon, la première grande différence connue de tous, c'est la cible marketing, le lectorat. Et le fait que surtout les shonen sont créés à partir de demandes du lectorat. C'était Shonen Jump qui avait développé le système des enquêtes où les lecteurs remplissaient un petit sondage et l'envoyaient à la rédaction pour dire ce qui leur parlait le plus en termes de thématique, les œuvres qui leur plaisaient le plus. Je crois qu'ils le font encore. Ils le font aussi d'autant plus sur Jump Plus, puisque c'est plus instantané. Sur Jump Plus, ils vont voir par rapport au nombre de personnes qui vont lire les mangas par rapport aux chiffres. Et de temps en temps, dans le Manga Creator, tu as le sondage justement pour voir quels créateurs ils peuvent mettre en avant. Chez Shueisha, essentiellement. Shueisha, ouais. Et après, chez Kodansha, ils font ça, ils continuent aussi. Mais moins, l'appli, elle n'est pas encore vraiment très très bonne chez Kodansha, quoi. Mais en tout cas, ils se sont appuyés sur les thématiques, ils s'appuient encore sur les thématiques demandées en priorité par le public, à savoir l'amitié qu'on a déjà abordée dans une autre émission. La baston. La baston, je sais plus quoi. Le dépassement de soi, je trouve. Dans les shonen, on a vachement. C'est une valeur, il y a des valeurs qui reviennent tout le temps. Et les seinen, on va être sur un lectorat plus mature. Et du coup, peut-être plus demandeur de thématiques d'introspection. Donc, même dans le cas du seinen, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une différence par rapport à la rédaction, à la ligne éditoriale. Donc, même dans le seinen, on parle de l'attente du lecteur. Peut-être moins, mais je pense que c'est pas complètement mis de côté.
il y a, comme les magazines ont chacun leur ligne éditoriale, de fait, t'as une réflexion marketing derrière sur qui lit et comment je réponds à ses attentes, ses besoins en termes de thématiques et de traitement. Avec toujours la marge d'innovation. Genre, à partir de cette base, qu'est-ce que je propose de nouveau pour revenir un peu sur le shonen, parce que c'est ce que je connais le mieux, parce que j'ai eu beaucoup d'interactions, de discussions avec des éditeurs de Jump. Quand The Promised Neverland était sorti, c'était très novateur par rapport aux histoires habituelles. Et donc, là, on était vraiment dans le delta. On utilise des choses qui marchent bien, mais on va un peu plus loin dans la proposition novatrice par rapport au code habituel. Et moi, c'est pour ça que le titre m'a beaucoup plu aussi, d'une manière générale, quoi. Mais c'était la même chose avec Death Note. Oui, sur Death Note, ouais. Quand c'est arrivé, on était entre le shonen et le seinen, quoi. La frontière était plutôt floue. Mais en plus, on suivait quand même l'aventure d'un méchant. Oui. Enfin, d'un méchant. Enfin, on peut pas être aussi catégorique aussi. Il veut faire du bien, mais en même temps, on est dans un traitement beaucoup plus seinen des choses, avec un personnage shonen, quoi. Pour moi, c'est aussi la même chose dans l'Attaque des Titans, qui encore plus en France a été classé en seinen, alors qu'au Japon, c'est dans un shonen magazine. Donc, on voit que justement, la frontière est souvent quand même assez floue, et que, comme pour tout, il y a des exceptions qui font que des traitements, on va penser un peu global dans le shonen, on va dire, ça va être quand même... moi, quand tu m'as envoyé justement un peu la thématique, j'y ai réfléchi et tout ça. Et je me suis dit que vraiment, c'est vrai que la question du trauma, pour moi, dans le shonen, elle est traitée comme quelque chose à surpasser, quelque chose qui ne nous définit pas. Il n'y a pas de déterminisme, ou très peu. Justement, il y a des exemples qu'on a cités qui font que, justement, il y a quand même un certain déterminisme dans certains shonen, mais globalement, par exemple, dans Naruto, c'est comment on surpasse le fait d'avoir grandi en étant orphelin et créer sa propre famille et ne pas laisser le trauma nous définir. Alors que pour moi, dans les seinen, c'est beaucoup plus, complexifié, dans le sens où on essaye de le surmonter, mais ça nous définit quand même en tant que personne. Et c'est pour ça que je pense que notamment la question de certaines œuvres qui changent de catégorie éditoriale, qui passent de shonen à seinen en France, s'est posée peut-être par rapport aussi à certaines subtilités liées à ça. Et puis les niveaux de violence aussi, je pense. Oui. Ou comment la violence était exprimée. Je pense que ça joue aussi dans la catégorisation. Et par rapport au traitement du trauma aussi, je me dis que dans les shonen, souvent, la plupart du temps, les héros sont portés par une sorte de mission qui les dépasse et qui est finalement plus forte que leur trauma, quoi. Alors ça... Et du coup, ça je vais pas arrêter avec les du coup. Ça quelque part, ça minimise leur trauma en termes d'importance. Et dans l'histoire même, leur objectif, c'est vraiment le truc le plus important. Donc, les traumas, ils sont arrivés, c'est un peu une fatalité, mais il les surpasse de manière, en plus, dans la narration assez simple. Et n'oublions pas qu'il y a dans la narration, il y a des plages temporelles qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de ce personnage sur ces longues plages temporelles, sur ces plages temporelles plus ou moins longues. Donc pour moi, le fait que les traumas soient là, mais ne soient pas la thématique, versus l'objectif que poursuit le héros et la thématique, ça fait que le trauma passe un peu pas sous les radars, mais de manière plus light, quoi, que dans un seinen. Que dans un seinen, ouais. Effectivement, c'est vrai que quand Samuel m'a alpagué à la fin de la conférence sur manga et santé mentale, c'est vrai que c'est ce sur quoi il a insisté. C'est-à-dire que la première des choses qu'il m'a dit, c'est mais vous voyez, quand même, au niveau du trauma, par rapport au thème que vous traitez, lui, il trouvait vraiment que dans le cadre du shonen, c'était limite
non pas passé sous silence, mais plutôt un peu très vite mis sous le tapis. En fait, c'est le délai accordé au trauma était moins, en fait, c'est cette notion de temps. C'est le délai accordé au trauma du personnage est moins important que dans le CNN. Et du coup, en termes de, comment dire, je pense que c'est parce c'est vrai qu'on a cité peu d'exemples à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, le CNN est quand même met plus l'accent dessus. Voilà, c'est ce qui peut-être plus dans les détails, dans l'introspection. Et effectivement, je pense qu'il y a de ça dans l'identification pour certains lecteurs. C'est autant le manga peut être utile pour ceux qui vont être plutôt dans une logique que j'appellerais moi future, c'est-à-dire bon, j'ai mon objectif, l'objectif va me permettre de dépasser le trauma, et puis il y a probablement, je pense que c'était beaucoup le cas de certaines personnes présentes ce jour-là, des gens qui, ok, il y a un trauma, mais j'arrive pas à dépasser le truc, je suis bloqué dedans, et donc l'identification et la projection sur les lecteurs, enfin plutôt sur les personnages de CNN, et dans certains cas peut-être plus probante, plus facile, ils s'y retrouvent plus. C'est pourquoi, c'est comme dans ce sens-là que je me dis, ah oui, si on parlait de manga santé mentale et de trauma, il y a des gens qui trouvent que c'est, ah bah oui, ça va de pair, ça va de soi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça va beaucoup plus de soi dans la catégorie seinen que dans la catégorie shonen. Bah, c'est ce qu'on a peut-être fait involontairement, on a fait une sorte d'introduction, on a fait une sorte d'introduction pendant 30 minutes, 35 minutes, mais moi je trouvais ça important de montrer que dans le shonen, il y avait ce côté de dépassement, parce que effectivement les traumas peuvent nous définir, mais aussi si on ne reste que avec ces traumas-là, on s'enferme dans quelque chose, quoi. Et je voulais montrer, en tout cas dans ce qu'on a fait en live, je voulais montrer que il n'y a pas que ça qui peut nous définir. Ça a aussi aller beaucoup plus loin et ne pas se figer que sur quelque chose qui peut nous arrêter, nous bloquer, nous couper les jambes. Dans les retours qui ont été, il y en a un qui a parlé de Psycho-Pass. Dans Psycho-Pass, effectivement, la santé mentale, tout le mental fait partie des pouvoirs. Donc, et je trouvais ça aussi intéressant. Et c'est vrai que les échanges avec les personnes m'ont amené à réfléchir, à dire, bah oui, on a passé 30 minutes à parler de dépassement de soi et d'aller de l'avant, sans forcément s'attarder sur c'est qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui nous permet de dire sur les seinen, en fait c'est vachement plus fort, quoi. Et je me suis rappelé du manga que j'avais lu et que j'ai jamais terminé, qui s'appelle Les Liens du sang. Ah oui, de Shuzo Oshimi. Ouais, chez Kiun, où on a une relation hyper toxique entre la mère et son fils. Et je trouve que l'autrice est extrêmement forte pour montrer ce côté d'emprise qu'a la mère et donc le traumatisme qu'elle laisse à son enfant. Et quand j'ai lu, je trouvais ça beaucoup trop vrai. C'est pas quelque chose que moi j'ai vécu tout, mais je pense que ça existe. Et je trouvais ça tellement vrai que je l'ai complètement éludé de ma tête. J'ai dit, non. C'est-à-dire c'est très fort. Le manga, on parle vraiment du lien indéfectible que peut avoir la mère pour son enfant, et elle va tout faire pour garder son enfant sous son emprise, quitte à même balancer un autre enfant dans le vide, quoi. Pour qu'il reste, pour qu'il n'y ait pas de copains et un truc. Et plus ça va, plus elle fait des trucs encore plus ouf, quoi. Donc déjà, quand j'ai lu le premier tome, je fais wow, ok, mais c'est un truc qu'il faut que je continue de lire parce que dedans, je pense qu'il y a le traumatisme de la mère est hyper intéressant à décortiquer parce que il y a le côté abandon, s'est fait abandonner par son mari, sa mère avant aussi était pas ouf. Et donc, son seul lien, c'est son enfant. Et c'est intéressant de voir comment elle a dépeint ce personnage-là qui, au début, te chagrine et te dit, les mères toxiques, ça existe, etc. Mais plus elle va dans la psychologie du personnage, plus tu comprends la mère et pourquoi elle fait ça. Donc, ce qui est intéressant dans les seinen, et ce que tu peux pas avoir dans les shonen, c'est ce lien. Tu te dis, rien n'est aussi manichéen, comme on sait toujours. Mais on va comprendre pourquoi les gens agissent d'une mauvaise manière.
ce que t'as pas dans les autres. Et les traumas laissés par les autres personnes, des fois, effectivement, elles sont insurmontables et on va aussi répéter les schémas qu'on a eus ou qu'on a perçus ou qu'on a et inconsciemment qu'on va refaire aussi, quoi. Mais après, je me demande justement si c'est pas aussi inhérent au genre du shonen, où le shonen c'est à destination de jeunes garçons, donc des personnes qui sont encore en construction. Donc en fait, je pense que quand on est encore en construction, on n'a pas le recul encore nécessaire Tout à fait. pour dire ah bah oui, effectivement, cette situation me fait penser à un trauma que j'ai eu. J'aime pas comment je réagis, comment je peux faire pour m'améliorer. Je pense que ça, c'est des réflexions qu'on a plus quand on passe la vingtaine, qu'on peut avoir avant également, hein, mais je pense qu'en général, on l'a plus quand on passe la vingtaine, et donc quand on a plus d'introspection, plus de recul, qu'on a commencé déjà à quitter le foyer familial pour pouvoir aussi voir des choses différentes, et donc forcément, on va être plus attiré par le seinen qui a des, comme tu disais avec les liens du sang, qui a des histoires beaucoup plus, avec beaucoup plus de branches, beaucoup plus de complexification, où on va rentrer dans la psychologie du personnage qui met face à ses contradictions le protagoniste, ou un personnage un peu adversaire, rival, etc. Donc je pense que c'est un peu plus nuancé sur ça, puisqu'on n'est plus dans la construction de la personnalité et construction du personnage. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a souvent des éclipses dans les shonen, parce que malheureusement, les mangaka, quand bien même ça font... Des éclipses, des éclipses, pardon. Des éclipses. Oui, des éclipses, ça arrive aussi. J'ai bugué sur le mot. Des pareil, merci. Le sens s'est passé quand même. Des ellipses où justement, ils n'ont pas le temps de s'attarder sur sur un petit peu ce qui se passe mentalement pour le personnage, et qui mettent sous tapis, comme certaines personnes peuvent le penser à raison, tout ce qui est justement lié à la psychologie, la gestion des traumas dans le shonen. Mais en même temps, moi, quand je vois mon fils, qui a 8 ans, je parle souvent de mon fils dans les émissions, mais c'est super intéressant pour moi d'observer comment il réagit. Ils sont fous de savoir la psychologie des personnages ou ce qui se passe dans sa réflexion, parce que il n'est pas câblé pour ça neurologiquement, en fait. Les enfants, leur construction, les êtres humains ont un cerveau qui se construit au fur et à mesure, et toute la zone préfrontale où on construit des stratégies, n'est pas mature avant je sais plus quel âge, mais justement je crois que c'est la vingtaine. C'est tard que ça? Ouais, oui, j'avais lu, alors je suis désolée, je me suis pas remise à jour sur les articles neurologie, tout ça, mais... On a perdu ma même définition. Ouais. Mais j'avais lu un bouquin justement sur le cerveau des enfants, et le fait que il est toutes les zones cérébrales n'existent pas dès le début. Et donc, elles se forment petit à petit. Et donc, il y a des choses que l'enfant ne peut pas, des concepts que l'enfant ne peut pas comprendre, ou des questions auxquelles il ne peut pas répondre, parce que son cerveau n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas câblé pour... Et voilà, je pense que c'est sain aussi de se dire que l'être humain évolue, et que t'imagines, si à 5 ans, tu commences déjà à te poser des questions sur la vie, sur l'existence, les liens entre les gens, de manière très... après, ça peut être de manière light, ou enfin, tu vois, si c'est... Non, pas de façon récurrente dans mon cas, c'était exceptionnel. C'était une fois tous les... Je dis pas que ça arrive pas. Enfin, tu vois, mais c'est vrai que c'était pas un truc. Quand ça m'arrivait, c'était une fois à l'année, quoi. Tu vois, c'est sûrement quand t'es confronté à des situations. Moi, je me rappelle ma petite sœur, la première fois qu'elle a été confrontée à la mort, c'était on va dire quelqu'un de la famille. Forcément, ils se posent des questions parce qu'ils sont confrontés à une situation, mais ils vont pas penser d'eux-mêmes à la mort quand t'as 6 ans et demi. Ou aux interactions entre les gens. Ils apprennent aussi beaucoup, enfin on apprend quand on est enfant, on apprend de notre entourage en observant beaucoup ce qui se passe, on est encore dans l'apprentissage, et comme tu disais Ambre, c'est
au bout d'un certain temps, on connaît même pas ce que c'est un trauma, en fait. Peut-être on peut lire le mot, mais ça nous parle pas. Et quand, au bout d'un certain temps de vie, on se rend compte qu'il y a des récurrences dans nos comportements ou dans ce qui nous arrive, ou quand on est confronté à la maladie ou à des pertes, et qu'on traverse des moments difficiles, bah là, on se dit alors attends, comment ça se fait que ça aille pas bien depuis tant de temps? Ou alors, comment ça se fait que j'ai ça qui se passe tout le temps dans ma vie? Et là, on rentre dans des choses vachement plus introspectives, et on peut, on revient sur la thématique de se faire aider, on peut se dire, peut-être qu'il faut que j'aille creuser par là et me faire aider par quelqu'un qui a les mots ou qui peut m'apporter un autre point de vue. Et donc, pour revenir au shonen et au seinen, les shonen, je pense que les shonen, on pourrait avoir un traitement seinen. Donc, tu vois, on pourrait dire avoir une lecture plus psychologique du truc, ou réécrire l'histoire au mode seinen, tu vois, genre un tel personnage va traiter son trauma, machin. Mais le lectorat, ce sera pas le même. Enfin, les enfants, ils sont... Ça va pas les intéresser. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour revenir avec ce que tu disais avec les liens du sang, c'est vrai que, alors je l'ai pas lu, mais pas la thématique. C'est-à-dire que la mère qui était très attachée à son fils, où j'allais parler, moi, des liens toxiques et notamment les liens fusionnels. Moi, j'ai pu l'observer dans un couple, dans la relation d'une mère à son enfant que je connaissais, une ex. Et en fait, je voyais pas ça comme, je voyais pas l'aspect toxique de la relation. Du coup, quand tu m'évoques le manga, j'ai envie de lire pour voir si évidemment il y a des analogies, pour voir à quel point ça peut être toxique sans qu'on s'en rende compte. Donc là, du coup, pour le coup, le manga m'intéresse pour pouvoir illustrer, comme j'ai dit une fois à un moment donné dans la conférence, je pourrais vous redonner l'exemple, c'est-à-dire comment, pour un public de manga éventuellement qui viendrait me voir en coaching ou thérapie, dire s'il y a un problème familial, oui, moi avec ma mère, il y a quelque chose qui va pas, et oui, pareil, la mère sent que oui, mon fils ou ma fille, on est fusionnel. Dire ok, comment c'est traité dans le manga, parce que je l'ai vu moi de l'extérieur dans une relation mère-fils, et c'est vrai que c'était très très intense, très particulier, et pas prendre conscience à ce moment-là qu'il y avait probablement quelque chose de toxique. Ça m'a fait défaut à l'époque, je dirais oui et non, mais d'accepter que ça puisse aussi être une relation toxique. Quand t'es trop fusionnel, même si la mère s'en rendait compte elle-même qu'il y avait quelque chose, mais avec son fils, c'est vraiment, et tu dis, bon, ok, mais laisse-le respirer, parce qu'il y a eu quand même, je pense, des conséquences un peu compliquées pour le garçon à un moment donné. Là, ça va très très loin. Voilà. si quelqu'un agit vraiment comme ça, je pense que non, mais l'enfant, il faut l'enlever de. En fait, non, c'est-à-dire que c'était de voir que de l'extérieur, c'était juste elle aime bien son fils, mais de prendre conscience que ça peut être une relation toxique. Alors, bien sûr, on est dans du manga, il y a de la narration, certains passages sont volontairement exagérés ou pas, ou minimisés, parce que on peut pas forcément aller plus loin. Mais au moins, pour les liens du sang, je suis devenu vraiment curieux de lire ce manga pour ça. Après, il y a aussi, je ne l'ai pas lu, mais je sais que Mangetsu, ils ont sorti un manga qui s'appelle Mother Paradise, qui est un peu aussi dans cette thématique-là. Donc, pour ceux qui ont aimé les liens du sang, apparemment, voilà, ceux qui aiment bien ces thématiques un petit peu, on va dire, qui mettent mal à l'aise quand on les lit, où il se passe pas forcément des massacres et des questions de tuerie, beaucoup, où on peut dire, là, ça part loin, mais vraiment des cercles vicieux de manipulation qui peuvent être intéressantes à lire. Voilà, cette autrice qui a fait... elle a fait aussi parce que je regardais un peu la fiche Wikipédia rapidement, mais je me suis rappelé d'un titre qui m'avait assez ému aussi, de la même autrice. C'est Les Fleurs du Mal. C'est aussi chez Kiun, et c'était tout ce qui... comment mener un peu la méchanceté à l'intérieur de nous, parce que c'était sur un côté très adolescent, etc. Et petit à petit, il y a ces petites graines qui arrivent, genre... je fais un petit truc, c'est pas grave. Je fais un petit truc, non, c'est pas grave.
Et petit à petit, il y a ce truc genre, oui, allez, je continue. Jusqu'où je peux aller. Et je me rappelle quand j'avais lu, mais c'était il y a longtemps, je regardais la date, c'est 2011, il était sorti, donc ça remonte. Quoi. Et je trouvais ça intéressant sur, qu'est-ce que ça nous apprend, parce que, attends, en 2011, j'étais encore un peu jeune. Et je me rappelle que c'était un des trucs qui m'a dit, ah ouais, ok, en narration, on peut écrire ça. On peut écrire ce côté où je n'ai aucune empathie pour ce personnage-là. Je vais juste voir où est-ce qu'elle veut aller, mais si je m'attache à ce personnage-là, comme je peux m'attacher à un personnage de shonen ou même de shoujo, sur ce personnage, sur celui-là, je me dis bah non, j'ai pas envie de m'attacher à ce personnage parce que il y a vraiment de la malice dedans. Et elle est partie assez loin aussi dans cette description de la malice et comment est-ce que ça peut gangréner déjà une classe et après une société, quoi. Et c'est une sorte de mini-documentaire, en tout cas. Je l'ai pris plus comme un documentaire que sur ah bah ouais, je vais voir ça. Et je me rappelle donc rétrospectivement, ce qui m'avait dérangé sur les liens du sang, et ben c'est cette finesse sur les caractères, j'ai dit en anglais, mais sur les personnages, sur les personnages et sur l'écriture des personnages qui te sortent de ta zone de confort, mais qui peuvent exister. Ça me rappelle un peu l'émission qu'on avait faite sur le harcèlement. On s'était posé la question de pourquoi les harceleurs, quoi. On va pas refaire l'émission, mais voilà, ça a fait un peu écho à ça. Et ce côté de malaise, moi, ça me fait penser, j'avais lu, puisque j'avais emprunté à la médiathèque, quand j'étais plus jeune, je devais être au collège, je crois, Ikigami. Ouais. Et ça m'avait mis, j'aimais beaucoup, mais ça me mettait beaucoup mal à l'aise, en fait, vraiment de dépeindre le pitch rapidement de Ikigami. C'est dans un monde, on va dire un monde parallèle, un peu quand même dystopique, où on donne à chaque enfant, il me semble, quand ils arrivent en primaire, on leur met une espèce de piqûre, gélule, voilà, une petite piqûre, on leur insère un produit. Et certaines personnes, un jour, reçoivent un préavis de mort. Et il leur reste, il me semble, 48 heures à vivre. 24 heures. 24 heures. Voilà, il reste 24 heures à vivre. Et on voit un petit peu, on suit quelqu'un qui annonce cette mort aux gens. Et donc, chaque chapitre présente une mort différente et comment chaque personne réagit à la mort. Et je me souviens, c'était dans les premiers tomes, c'était un jeune homme, en fait, qui avait été harcelé au collège et qui, quand il a appris sa mort, s'était dit, mais pourquoi moi et pourquoi pas mes harceleurs? En fait, il y a pas de justice dans ce monde, il y a pas de karma. Et en fait, qui était parti vraiment un peu en live, hein, franchement. Il était parti, il avait violé une de ses anciennes harceleuses. Enfin, c'était assez dur à lire quand même. Et c'était vraiment super, super intéressant. Mais justement, par rapport à toi, Flavien, et ton expérience avec les liens du sang, moi, je me souviens que la lecture, elle était assez... un peu, c'était paradoxal, ça me répugnait, j'avais pas envie de le lire, et d'un côté, je trouvais ça, il y avait ce côté très, beaucoup de malaise, quelque chose de très compliqué, mais en même temps, très intéressant parce qu'on allait dans la psychologie, et des fois une psychologie très noire des personnages. Mais moi, je me rappelle, le premier souvenir de seinen, sans savoir ce que c'était, c'est Monster. Monster, à l'époque, quand ça passait à la télé, on avait quoi? On avait Full Metal, on avait Gundam, même si Full Metal, shonen, on est quand même à la lisière aussi, quoi. Mais le vrai, on avait GTO et tout à l'époque, Excel Saga, enfin vraiment des trucs très dépassement, allez, on va faire les trucs. Et le premier qui arrive, Monster, et je fais, ah ouais, ok, ça ressemble plus au dessin animé qu'on pouvait voir autrement, quoi, mais avec cette dimension d'enquête et ce côté thriller sur j'ai sauvé quelqu'un, mais je vais le buter quand même, quoi. Et ça, j'avoue que ça m'avait plutôt marqué sur toute cette narration et le conflit, le trauma qui a été subi aussi bien par le docteur que le trauma en général qui a été mis aux enfants. Et plus ça allait dans les histoires, plus j'ai fait ah ouais, enfin c'est cette narration où tout part d'un trauma, comment elle est montée en épingle et comment on fait une histoire où ça va sur tout ce qui est jeunesse hitlérienne, etc. Et qui
va sur une sorte d'identité de la société qui a été un peu malade et comment est-ce qu'on résout ça et comment nos traumas nous freinent ou nous permettent d'avancer. Et j'avoue que je pense que j'avais déjà un peu compris ça quand j'étais plus jeune sur Envoyant Monster. D'accord. Mmh. Moi, Monster, je l'ai lu, j'ai pas vu l'animé. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté malaisant. Et dans les CNN, justement, le fait que ce soit pas manichéen, qu'il n'y ait pas genre les gentils, les méchants, et que ce soit plus en mode on observe la société d'un point de vue et qu'on puisse nous se projeter aussi dans qu'est-ce que je ferais à sa place, parce que c'est vachement plus réaliste qu'un monde fantastique où il y a des choses complètement très très éloignées de notre monde. Je pense que c'est ça qui est intéressant, en même temps qui peut faire qu'on n'y aille pas. Parce que moi, il y a des CNN que j'ai pas lues, même si je trouve le dessin magnifique, genre les Inyo Asano, je trouve ça joli, mais j'y vais pas parce que j'ai peur que ça me plombe le moral, en fait. Après, Inyo Asano, il faut être quand même assez Ouais, préparé. Moi, j'ai lu Bunny Poon Poon chez Kana et La fille de la plage, qui est un diptyque qui est, je sais plus chez quel éditeur, c'est pas chez Kana. Faut être quand même préparé. Surtout Bunny Poon Poon, qui est une de ces grandes séries pour moi, c'est une de ces séries emblématiques. Vraiment, j'aime beaucoup le côté très réaliste, mais il y a un côté très fataliste, très noir de la réalité. Et je le mets beaucoup en parallèle avec moi, un mangaka qui est l'un de mes mangakas préférés, qui est Keigo Shinzo, qui est publié entièrement chez Le Lézard Noir. Donc il fait beaucoup de thématiques très différentes. Et avec Mauvaise Herbe, qui est justement pour moi un exemple parfait de comment surpasser le trauma dans un seinen. Ce qui peut être intéressant. Comment tu dis que ça s'appelle ? Mauvaise Herbe. Mauvaise Herbe. Et en fait, l'histoire, donc Keigo Shinzo, il est très connu en ce moment pour son manga qui est en cours, qui est moi mon préféré de lui, qui s'appelle Hira Yasumi, mais qui est vraiment du feel good à mort. Et il n'y a pas des questions de J'ai trauma. découvert ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça très très drôle, très cool. Moi, j'adore. Mais pour revenir à Mauvaise Herbe, c'est donc en 4 tomes. Et on suit un policier qui, un jour, fait une descente dans une maison close avec notamment des mineurs. Et ce qui se passe, c'est que l'une des mineures ressemble trait pour trait à sa jeune fille qui est décédée. Et en fait, il va décider de la prendre sous son aile. Pourquoi ? Parce que forcément, elle ressemble à sa fille. Et c'est comment, justement, ce trauma de perte quand sa fille est décédée, forcément, son couple a éclaté. Enfin, voilà. C'est un homme qui n'a plus rien à part le travail dans la vie. Et comment, justement, il va réussir grâce à cette jeune fille qui n'a pourtant rien à voir avec sa fille en termes de caractère, de vécu. Parce que cette fille a une situation familiale très, très compliquée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se prostitue. Voilà. Et justement, moi, ce que j'aime beaucoup avec Keigo Shinzo, à l'inverse de Inyo Asano, mais on a besoin aussi de mangaka comme Inyo Asano qui dépeignent la vie d'une manière noire, qui, en fait, dans sa noirceur, montre un peu d'espoir, mais vraiment, il faut être préparé à lire ça. Moi, je trouve que Keigo Shinzo, il montre de l'espoir, sans forcément que ce soit un happy ending, que tout se finisse bien partout, tout le temps, mais qui a un côté un peu plus, on va dire, une vision beaucoup moins noire que Inyo Asano. Et c'est pour ça que j'ai fini en larmes à la fin de Mauvaise Herbe, mais c'était vraiment, je trouve que après aussi il a des traits beaucoup plus ronds, c'est un peu moins, c'est réaliste, mais c'est moins, Inyo Asano, il a un style très photographique. Donc Keigo Shinzo, moi je le conseille vraiment parce qu'il y a beaucoup plus ce côté espoir que chez Inyo Asano. Alors, tu m'as donné envie de le lire, du coup. Voilà, super. Mauvaise Herbe, Les Lézard Noir. C'est ça. Il y a dans ce même truc, j'avoue que Inyo Asano, moi j'ai pas lu Bunny Poon. Enfin, j'ai essayé le premier tome, c'était trop fataliste. Ok, bon, je le lirai peut-être un jour quand je serai dans le bon mood. Mais j'ai lu pas mal de ces one shot. J'ai pas lu le dernier avec les extraterrestres et tout, mais oui. Mais j'ai lu pas mal de ces one shot et à chaque fois je me suis dit, ok, il commence comme ça, il finit comme ça, et c'était souvent très redondant. Dans son écriture, j'ai fait je sais où il va, et pareil, il faut être dans un mood spécial, quoi. Faut pas lire quand on est au fond du trou. Ouais, c'est ça.
Faut être capable de transmuter émotionnellement. On parlera d'ailleurs de transmutation un jour oui, dans une carrément. émission, mais en fait, la transmutation émotionnelle, c'est hyper important et il faut arriver à, pour utiliser un mot plus simple, faire tourner, passer d'une émotion à une autre soi-même, enfin digérer nos lectures et réussir à se rééquilibrer soi-même. C'est pas évident, quoi. Effectivement, si on n'était pas bien et qu'on lit ça, c'est chaud. Ouais. Alors, enfin, ouais, j'ai pas lu, mais un petit truc qui m'agitait, c'est que autant il y a des histoires, c'est vraiment une question de courbe dans la narration. Ce que je recommanderais au lecteur, si tu sais d'avance que tu vas lire une histoire où on va aller au fond du trou, mais qu'on va en ressortir, si t'es au fond du trou, ça peut aider. Mais si c'est une histoire, parce que j'ai pas lu, mais quand je vous écoute, je dis c'est chaud. C'est tu vas au fond du trou, tu continues et tu creuses et qu'à la fin t'es en larmes, mais parce que ça remonte pas, parce qu'il y a fatalité ou quoi que ce soit. Ouais, là faut éviter d'aller dans ces lectures-là qui peuvent amplifier quand vous êtes vous-même au fond du trou ce que vous êtes en train de vivre. Donc ouais, c'est quand même des fois on est là, oui, mais ça me parle, oui, ça te parle, mais est-ce que ça va t'aider? Moi vraiment le conseil que je donne, c'est oui, il y a des histoires qui parfois, parce que c'est nécessaire des fois pour remonter, d'aller jusqu'au bout, mais si t'as une histoire qui te montre comment la personne remonte, c'est super enrichissant. Et là ouais, j'ai été avec le personnage, je me suis projeté, je me suis reconnu, il s'en est sorti, moi j'avais pas forcément pensé à ça, ou j'avais pas vu que cette lumière là existait, ou cette possibilité d'aller mieux était envisageable. Ouais, mais sinon waouh, parce que là vous m'avez vraiment intrigué. J'avais un autre exemple moi en tête pour en revenir dans l'impact que ça a eu dans ma vie, même si c'était ça pour base comme trauma l'histoire de jeunes garçons. Donc c'est Sanctuary de Ryuichi Ikegami, et de Shofumi Mimura, c'est ça. Donc moi j'ai lu ça, c'est le tout premier manga que j'ai lu, donc on est au début des années 90, parce que dans cette vague-là, pour les jeunes auditeurs, il y avait très peu de mangas traduits, et moi j'avais besoin de comprendre les histoires. Accessoirement, bien sûr, je lisais Dragon Ball en version originale, la narration graphique le permettait, mais et de comprendre même des subtilités, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais j'avais quand même une soif je veux comprendre. Et donc quand je lis Sanctuary, je dois avoir 17 ans, 17-18 ans, quelque chose comme ça. Alors j'aimais bien parce qu'il y avait des moments un peu coquins. Voilà. Mais c'est vrai qu'Ikegami, il est hyper fort dans l'anatomie et tout. Non, mais il y avait des moments. Donc c'est pas, j'achetais pas le manga pour ça, sans déconner. Mais bon, ça participait c'est un plus. du petit plus du mois. Et en plus, t'as 17 ans, t'es en adolescence. Les hormones, c'est ça. Et elles sont bien dessinées. Donc dans un style semi-réaliste. Et donc ça a pour base l'histoire de deux personnages qui vivent dans c'est un camp de concentration, on pourrait dire, quelque chose comme ça, dans un pays d'Asie du Sud-Est, et qui décident, quand ils retournent au Japon, à partir de ce qu'ils ont vécu, de dire non, voilà, moi on va avoir une ascension dans la vie japonaise en fonction de ce qu'on a vécu, c'est pas tolérable, etc. Je vous fais vraiment un résumé un peu caricatural, mais c'est pour vous donner les enjeux de base. Et en fait, je me rends compte maintenant avec le recul que c'est un seinen, je le mettrais pas dans la catégorie shonen. D'abord, pour des questions un peu graphiques, si on reprend l'histoire du seinen qui voulait se dégager avec les auteurs de Gekiga, du style graphique de Tezuka. Mais en fait, la thématique, ce qui était intéressant et nouveau pour moi, c'est qu'on était sur des thématiques politiques, ce que je ne connaissais pas en BD, et d'enjeux économiques. Et à quoi ça m'a été utile, en fait, là où j'ai pas eu de surprise, par exemple, dans le point de vue économique, dans le monde occidental, il y a une chose qui m'intriguait dans Sanctuary, c'était le réalisme de la situation économique des Japonais par rapport à leurs voitures et du fait qu'ils développaient les voitures, pourquoi nos voitures se vendent bien. Je ne comprenais pas trop ça du tout à l'époque parce que je m'en foutais de l'économie. C'était pas un truc qui m'intéressait. Ah bon, à 17 ans, comment ça? Non, mais il y a des gens qui ont de l'éducation financière très tôt de ça. Moi, c'était pas mon truc. Je suis ils parlent de ça. Mais j'étais quand même captivé par le réalisme de la situation. C'était comment c'était décrit. Il y avait des pourcentages, voilà, comment on impacte le marché, pourquoi ils voulaient pénétrer le marché américain. En fait, ça m'était resté en tête. Et 10 ans plus tard, dans un reportage où quand je commençais un petit peu à m'intéresser plus à l'actualité économique, je constatais, on est au début des années 2000,
que les Américains qui pendant longtemps défendaient leur voiture, enfin leur économie, se sont fait rattraper par les Japonais. Et quand tu vas aux États-Unis, moi quand j'y suis allé en 2011, t'avais un Lexus, t'étais au top. On est en fait c'est de voir. Parce que quand j'entendais les gens parler, j'ai dit attends mais en fait là ce que j'ai lu dans ce manga, mais ça a été donc si profond que ça, c'était vrai, enfin ça a été décrit, dépeint. Et ça a eu un impact dans juste ma compréhension de ce que ça pouvait être l'économie, et dire ok, j'ai déjà appris ça à travers un manga. Alors on n'est pas trop dans le trauma, bon, on est moins dans le trauma, même s'il y a l'histoire des deux personnages qui ont dans Sanctuary cette base-là pour évoluer. Mais moi en tant que lecteur, j'ai dit ok, ils sont partis de ça. C'est un épisode, hein, c'est pas le Sanctuary ne repose pas sur une histoire économique autour des voitures, c'était quelque chose qui illustre une volonté politique, entre autres, mais de voir que dans cette histoire-là, ça m'a permis de comprendre le monde dans lequel je vivais, d'un point de vue économique sur ce segment-là. Je dis ok, là le CNN m'a bien aidé malgré moi. Bon là je crois que ça fait 1 heure qu'on parle. On va faire une petite fin d'émission. Ouais, comme ça. Voilà. Une petite pause, histoire de se ressourcer un peu. Et donc rendez-vous pour la suite dans l'émission qui portera le même nom. Avec le numéro 2. Il y a marqué suite. À tout de suite. À tout de suite. Casse Départ, l'émission trait d'union Entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Et sur YouTube.